L'intermède, c'est au début, non? On finit avec l'obésité, voilà notre objectif cet après-midi. Nous sommes en compagnie des, on va dire, des professionnels de ce domaine pour véritablement retrouver sa véritable forme, sa forme, n'est-ce pas, pour la santé. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, vous regardez l'émission LVB. LVB, c'est bien l'univers de la science au service du bien-être. Nous vous convions à cet échange comme tous les samedis après-midi à travers les numéros que vous avez au bas de l'écran. Certainement, on va les afficher. Les numéros pour les SMS, c'est bien le 693 60 54 ou le 679 24 26 99. Et pour les appels téléphoniques, c'est bien le 243 68 28 96. Eh bien, pour en parler, n'est-ce pas, de ce sujet très intéressant, nous sommes donc en compagnie d'un panel bien fourni. On va déjà accueillir M. Talé qui est avec nous. C'est notre personne ressource. Bon après-midi, M. Talé. Bon après-midi. Voilà. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous venons parler du bien-être. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller très bien. Voilà. Voilà. Et vous n'êtes pas seul sur le plateau. On a notre, on va dire, massothérapeute, le docteur Djumbena. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Et bon après-midi à tous les spectateurs. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Alors, comment est-ce que vous allez? Très bien. Comme voilà. vous connaissez, le programme qu'on est ici, c'est pour le bien-être et on est en forme. Voilà. Oui. Tout à fait. Oui. Voilà, le prof de sport ou d'activité physique. Juste Assil, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi à tous mes copanélistes et à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Voilà. On va tout simplement nous excuser auprès de nos amis téléspectateurs pour ce, on va dire, large retard, large retard pour le début de ce programme. Faute, n'est-ce pas, de coupure d'électricité, on n'a pas pu commencer vraiment à temps. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons revenir à notre programme. Peut-être pour survoler de manière très brève, vous êtes allé, le programme du vrai bien-être. Oui, je veux dire, vous dites brièvement. Brièvement, tout simplement. Le vrai bien-être, c'est un modèle de bien-être que nous développons depuis un certain temps. Et c'est un modèle dynamique, c'est le modèle optimal, voilà. Qui passe à travers une bonne hygiène de vie, l'hygiène du corps, l'hygiène de l'âme, l'hygiène de l'esprit. Très bien, c'est le sujet d'espace que vous pouvez retrouver sur YouTube de notre programme qui a, on va dire, innové en entrant, n'est-ce pas, à l'échelle planétaire. À travers YouTube, vous avez donc les différentes émissions qui entrent en profondeur sur ces aspects. Et on a innové également sur un plus, comme tout à l'heure. Dorénavant, nous allons passer à quelque chose d'essentiel, M. Talé. Oui, ouais, le plus, c'est que chaque fois, avant de commencer l'émission, nous allons parler d'une vitamine ou d'un sel minéral. Voilà. Là, c'est à partir du moment où notre émission, l'accent est mis sur la nutrition, donc nous voulons habituer les nôtres à connaître les différents constituants de nos aliments. Très bien. Bon, ce plus, généralement, ça sera net avant, n'est-ce pas, les interventions ou alors les SMS des auditeurs. On aura déjà planté notamment le décor avec tout notre programme. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'obésité, n'est-ce pas, beaucoup plus dans les applications, comment notamment faire pour retrouver la forme, puisque l'obésité, c'est une forme déjà maladive, un aspect, n'est-ce pas, qui perturbe véritablement la santé. On va déjà un peu rappeler ce qu'on s'est dit la semaine passée. Donc, c'est pas seulement pour en finir, c'est aussi pour prévenir. Oui. Parce que l'idéal, c'est de ne même pas être obèse. Oui. Donc, toute la communication que nous faisons ici, c'est non seulement pour ceux qui sont déjà obèses, c'est pour leur permettre de retrouver leur forme. Et pour ceux qui ne sont pas obèses, on donne des éléments qui vont vous permettre d'éviter d'être obèse. C'est pour ça que le panel est assez constitué. Moi, je parlerai beaucoup plus de
la nutrition. Je crois que le prof de sport mettra l'accent sur les activités physiques. Il y a le masseur qui est toujours une branche de sport. Chacun, en ce qui concerne, va essayer de dire en quoi son activité favorise, peut favoriser soit la perte de poids, soit l'entretien du poids. Donc voilà, à peu près. Nous avons la dernière fois amorcé ce sujet. Le temps était court. Bon, on a mis l'accent sur la fonction respiratoire qui a affecté le tout. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur dans les différents éléments même qui impactent sur l'obésité. Parce que connaissant ces éléments, nous pouvons agir sur ces éléments, soit pour prévenir, soit pour éradiquer l'obésité. Et il faut déjà dire que l'obésité est une conséquence de... On va dire quoi? Du métabolisme, c'est un déséquilibre. L'obésité n'est qu'une conséquence du déséquilibre de métabolisme. Ça rend à ce qu'on appelle les troubles métaboliques. Les troubles métaboliques, effectivement. Voilà. Alors, à quel moment est-ce que l'obésité devient donc un problème? Quand on parle d'obésité, déjà on est dans la pathologie, on est déjà malade. Mais il commence par un embonpoint, ensuite le surpoids. Et quand le poids atteint un seuil, je crois que les autres pourront faire, je crois qu'on va au-delà de 10 kilos. C'est à ce moment-là qu'on tombe dans 10 kilos sur son poids normal. Sur son poids normal, qu'on tombe dans le cas de l'obésité. Mais en dessous de 10 kilos, on a un surpoids. Il y a 2 kilos, on a l'embonpoint. Dans le truc qu'il ne faut pas confondre. Parce que beaucoup de gens dehors, dans l'état d'embonpoint, cherchent à maigrir. Pourtant, on n'a pas encore atteint la pathologie. On est dans tous les cas, c'est un facteur de risque déjà très bien. À cet état-là. Voilà. Merci. Alors, je vais me tourner vers le prof de sport qui, évidemment, on va dire, est sollicité par ceux-là qui souffrent de problèmes d'excès de poids. Et nous sommes dans une société qui davantage subit, n'est-ce pas, on va dire, les erreurs alimentaires qui vont causer, n'est-ce pas, la prise excessive de poids au point où ça devient pathologique. Oui, bien évidemment, comme M. Talley vient de l'expliquer, c'est le cas. Mais je tiens à rappeler déjà que je suis professeur d'EPS, pas professeur de sport. Et j'insiste là-dessus. Oui, c'est mieux d'insister dessus. Parce que professeur de sport, c'est autre chose. J'avais amplement, je m'étais amplement étendu là-dessus parce que nous sommes également là pour éduquer la population. Oui, en ce qui concerne l'obésité, il y a plusieurs strates d'obésité, il y a plusieurs niveaux d'obésité. Et cela peut se déterminer par rapport à l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, qui est égal au poids sur le carré de la taille. Ou alors sur le poids et la taille au carré, divisé par le rapport. Qu'on va diviser par sa taille au carré. À ce moment-là, on va laisser la taille en mètres ou en centimètres? On laisse la taille en centimètres. La taille, c'est en centimètres. Ça veut dire que si on a 1,60 m... Dans les normes de tout se font en mètres. Non, ça dit que pour calculer... en mètres, pour que ce soit, pour avoir un bon résultat, il faut que la taille soit en mètres. C'est-à-dire qu'il faut convertir en mètres pour avoir... Donc ça veut dire que si on a 1,63 m, on met 63 au carré, 1,63 m au carré. Voilà. Qui va diviser, n'est-ce pas, le poids. Oui. Ou alors on convertit en centimètres, 1,63 m en centimètres, pour avoir un chiffre... un chiffre rond, rond et on divise par la taille. Voilà. Je crois que... Non, c'est ça qui va diviser la taille. Oui, c'est ça qui va diviser la taille autant pour moi. Donc je crois qu'on donne comme ça les indices à nos amis téléspectateurs qui pourront tout à l'heure calculer par eux-mêmes et voir dans les... On va dire quoi? Les niveaux, n'est-ce pas? Et le produit qu'on va obtenir, s'il est supérieur, en tout cas s'il n'est pas dans l'intervalle de 24,9 et 18,5 pour certains auteurs, nous sommes soit en surpoids ou en obésité, ou alors nous sommes en état de maigreur. Si on est à moins de 18. Oui, moins de 18, on est dans l'état de maigreur. Si on est à plus de 25, on est en l'état de surpoids. Et à plus de 30, on est en état d'obésité. Et il y a le cas d'obésité morbide, lorsqu'on dépasse les 40. Justement, il y a l'obésité morbide, même dans l'obésité également, il y a plusieurs niveaux. Donc je pense qu'on va mieux expliquer comment est-ce qu'on détermine cela. Alors, est-ce que les causes, ceux qui viennent vers vous, les causes de l'obésité sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est beaucoup plus un facteur, je ne sais pas moi, psychologique ou c'est autre chose?
Déjà, ceux qui viennent vers nous, pour la plupart, ne savent pas quelles sont les causes. Donc, c'est généralement aux chercheurs, il y a beaucoup d'études qui ont été produites là-dessus. En ce qui concerne les causes, il y a les causes notamment psychologiques dues au stress, la dépression et autres. Il y a les facteurs physiologiques dus notamment au métabolisme dont M. Talley faisait allusion. Il y a des causes de la constitution, notamment au niveau de l'organisme. Une étude très récente a donné des résultats selon lesquels l'obésité serait également due à la constitution des bactéries au niveau du tube digestif, justement. Et la constitution de ces bactéries donc, détermine si l'individu sera obèse ou pas. Il y a également la thyroïde qui détermine si un individu sera obèse ou pas. On parle d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie. Donc il y a comme ça une panoplie de causes, de facteurs qui entraînent l'obésité, dont l'hérédité, etc. Voilà. Alors, on a à côté le docteur Djoum Bernard, qui lui est beaucoup plus dans l'aspect, on va dire, aussi mécanique de la chose. Hein, c'est-à-dire, pour résoudre ce problème, il faut faire généralement le massage. Alors, est-ce qu'avant le massage, quand le patient vient vers vous, qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut ce qu'on appelle le Body Mass Index. C'est-à-dire, on prend le poids et sa taille, on fait le calcul pour savoir est-ce qu'elle est obèse ou bien elle est... c'est ce que nous parlons tantôt, l'IMC, l'indice de masse corporelle. Oui, c'est ça. En anglais, vous appelez ça Body Mass Index. Ah, ok. Body Mass Index. Yeah. Okay. Index. Yeah, index. Ok. Voilà, et c'est à partir de là, n'est-ce pas, que vous... Alors, lorsque vous avez le résultat de calcul, est-ce que vous ne vous intéressez pas à la cause, pourquoi il prend excessivement de poids? Oui, ça commence par là. L'obésité, des fois, c'est comme une génétique. Il y a le poids, l'obésité, c'est une génétique, c'est-à-dire hérédité dans la famille. Donc, on essaie de faire le recherche pour savoir est-ce que le poids, si c'est lui, elle seule qui a ça dans la famille, ou bien il y a les autres, ses parents avaient ça ou pas. Donc, c'est là où on commence à... S'il n'y a pas, bon, on peut dire que, bon, soit il va manger beaucoup, oui, et même le comprimé fait prendre le poids. Psychologiquement, et même l'activité. Oui, il manque d'activité qui vous fait avoir un corps flexible. Ou quoi, oui, bon, voilà les choses là qui fait que tu es obèse. Et bon, maintenant, quand on va regarder sur le quelle est la solution ou bien où ce qu'il peut faire. Oui, c'est après d'avoir fait ces assessments où on essaie de voir maintenant que bon, c'est un problème qu'elle est parmi de toutes ces choses qui mangeait beaucoup et dormait beaucoup, il prenait voilà, le médicament qu'il est en train de prendre, oui, il manque d'activité. Sédentarité. Oui, c'est ça. Bon, c'est après là où on essaie de voir maintenant, et on peut lui mettre sur un massage de amaigrissement. Oui, on essaie de faire pour en manière de détoxifier la graisse qui est accumulée surtout sur le bas-ventre. Oui, c'est ça la première chose. Et ça commence par l'abdos. Il faut les faire éduquer, examiner pour savoir est-ce qu'ils peuvent supporter l'abdos ou bien ne peut pas supporter. L'abdos, c'est déjà une sorte de sport, là. Oui, une sorte de sport. Physique. Tout ça, ça vient avec une sorte de sport. Parce que c'est une manière d'orthopédie et neuromusculaire. Donc tout ça, ça vient comme un neuromusculaire. Ce n'est pas toujours le massage. Donc il y a des techniques en massage et le neuromusculaire technique, là. Oui. Alors, le massage, lui, il fait exactement quoi? Le massage fait... Il a cette forme recherchée? Le massage fait un rôle pour ne pas avoir un muscle déformé. Oui. Ah, bon, après d'avoir fait cet exercice, on fait la relaxation de muscles maintenant pour essayer de dégager la graisse qui est accumulée au profond des muscles. Voilà. Oui. Voilà. Merci. Alors, nous sommes vraiment dans l'application, dans la pratique. Oui, avant la question, je vais revenir sur les facteurs. Bon, voilà. Tout à l'heure, ils ont mis, généralement, on mesure aussi le tour de taille. Oui, ça, c'est beaucoup plus pour pouvoir cerner la localisation
de la graisse. L'accumulation. Et là, je vais revenir sur son travail. Parce que vous avez une forme d'obésité où le massage est très très important. L'obésité accumule par exemple au niveau des cuisses et des fessiers. L'obésité abdominale dont il a fait allusion. Vraiment, l'efficacité du massage est de taille. Bien sûr, accompagné de tout ce que des facteurs nutritionnels. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire intervenir sur ce facteur nutritionnel. C'est-à-dire qu'il y a dans l'équation métabolique, c'est-à-dire lorsqu'on a mangé un aliment, lorsqu'on a consommé un aliment, il y a l'équation qui va se mettre en place. Nutriments plus oxygène en présence de l'insuline. Et on aura donc l'énergie tant recherchée et certainement des déchets. Et voilà comment il peut y avoir donc des facteurs plus ou moins néfastes. Oui, donc nous pouvons nous concentrer sur cette équation pour donner toutes les causes de l'obésité. À partir de cette équation. Bien sûr que là, on restera beaucoup plus dans l'approche physiologique telle qu'il a dit. Ça, c'est l'approche physiologique, mais on vous a dit, il y a l'approche psychologique, il y a l'approche héréditaire, il y a tous ces éléments, mais nous mettons l'accent ici sur l'approche qui est la cause principale. Parce que quand bien même vous avez une prédisposition pour avoir le poids. Si vous contrôlez votre nutrition ou vous contrôlez votre métabolisme, vous n'aurez pas autant de poids que celui qui ne contrôle pas. Donc, voilà donc les éléments. Donc, en revenant sur l'équation Guy, nous avons donc nutriments, plus oxygène, en posant de l'insuline, donne énergie. Donc, c'est cette équation qui brûle la graisse, si vous voulez. Parce que la graisse s'accumule quand cette graisse ne peut pas être transformée en énergie. Tout à l'heure, il a parlé de l'hyperthyroïde et de l'hypothyroïde. Tous ceux qui sont en hyperthyroïde brûlent facilement, alors que les hypos brûlent lentement la graisse. Et du coup, voilà, tout est lié donc à cette équation. Commençons par la digestion. Je sais pourquoi je parle de la digestion, parce que ce sera l'un des grands facteurs qu'on va trouver des solutions. Vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure, il a parlé de la nouvelle recherche où il y a les bactéries. C'est beaucoup plus par rapport au système digestif, qui est très important par rapport à la lutte contre l'obésité. Donc, quand nous mangeons, regardez très bien, parce que la manière de manger, nous allons le voir tout à l'heure, va vous permettre de perdre le poids. La manière de manger. Donc, la manière, le temps que vous mettez pour manger joue sur la suite des choses. Sur la suite des choses. Donc, quand vous mangez, ça commence par la bouche. C'est-à-dire que la mastication, il y a les enzymes salivaires qui interviennent pour décomposer des éléments complexes en éléments simples. Ensuite, ça passe à travers les enzymes gastriques. Il y a déjà le foie qui envoie aussi certaines enzymes pour favoriser toujours la décomposition. Ensuite, ça va dans le système intestinal où il y a les bactéries, les bonnes bactéries, comme il a dit tout à l'heure, la flore intestinale qui intervient dans la découpe de ces éléments pour qu'on ait donc en disposition les nutriments. Ça, c'est le principe. Qui vont être métabolisés, qui vont passer maintenant, ces nutriments passent à travers la paroi intestinale pour entrer dans le sang et pour entrer donc dans chaque cellule. Et le métabolisme se fait à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire la transformation des nutriments en énergie se fait à l'intérieur des cellules. Voilà où intervient donc un ensemble de choses. Donc ici, vous voyez déjà qu'il y a le paramètre nutriment qui intervient. Et dans ces nutriments, il y a la digestion. Je venais tantôt de dire que quand vous mangez très rapidement, vous favorisez la prise de poids. Je vais vous dire comment. Il y a au niveau, il y a un facteur qui intervient qui est le cerveau. Le cerveau intervient dans la prise de poids. L'anxiété, comme tu as tout à l'heure, favorise la boulimie. Ça veut dire quoi? C'est le cerveau qui, à chaque instant, te dit que tu es rassasié, ne continue plus. S'il y a un désordre au niveau du cerveau, étant rassasié, tu vas manger, il ne va pas signaler, tu vas manger beaucoup et tu vas prendre le poids. Donc il y a au niveau du cerveau ce qu'on appelle le centre de la satiété. C'est-à-dire qui donne l'information pour vous dire que vous êtes rassasié. Et quand vous mangez rapidement, mastication. Il y a une mauvaise mastication et une mauvaise information parce qu'il est prouvé scientifiquement que le cerveau met 40 minutes
pour pouvoir se recycler, c'est-à-dire pour pouvoir redonner l'information. Donc si et il est prouvé aussi que 90% de la population finissent là en 30 minutes. Donc, ils mangent vite. Ils mangent vite. Et quand vous mangez vite, le centre de la satiété n'a pas le temps de donner l'information. Donc, il y a ce que vous tombez dans la fausse faim. Oui. C'est-à-dire vous mangez en plus que fallait. tout parce que le cerveau ne fait pas son travail. Oui. Donc, vous voyez déjà, il y a une sorte de malbouffe. Voilà déjà une malbouffe liée à une mauvaise hygiène de vie. Et vous mangez très vite. Donc, de plus en plus, compte tenu de nos occupations, compte tenu de la société occidentale où la vitesse est à grande toute, on mange très vite. Et on tombe dans le cas de l'une des raisons de la mort. Alors, monsieur Talé, il y a aux États-Unis, on a constaté que le chewing-gum a été créé, on peut dire inventé, pour cela, c'est-à-dire que comme ils avaient cette habitude de manger de manière bretonne, il fallait donc créer une occasion. Ça, c'est ce qu'on appelle. Même en dehors du coupe-fin, il faut aussi créer, n'est-ce pas, l'occasion pour que la bouche sécrète beaucoup de salive. Parce que la digestion a besoin d'une quantité de salive, n'est-ce pas, dans le bol alimentaire pour que les sécrétions des autres sucres, n'est-ce pas. Malheureusement, le chewing-gum apporte beaucoup de calories. Ça, nous ne pouvons pas l'introduire dans les régimes. Dans les régimes amaigrissants, je crois que ce n'est pas conseillé le chewing-gum parce que la constitution du chewing-gum apporte beaucoup plus de calories. Avec son sucre. Voilà, donc il y a des coupes-fins, on va y revenir. Il y a des éléments qui favorisent la satiété. Je ne regarde même pas beaucoup le côté coupe-fin, mais le côté sécrétion salivaire. Oui. Bon, si c'était comme ça, on utiliserait le chewing-gum comme apéritif. Bon, mais le chewing-gum est considéré dans le cadre des bonbons, qui sont des éléments aussi qui favorisent la prise de poids. Nous ne pouvons pas parler sur le plan nutritionnel, on met un peu de côté. Voilà. Insistons alors sur l'insuline. Je suis en train d'y arriver. Donc, vous voyez, dans les nutriments, il y a la digestion. Donc, une mauvaise digestion fait qu'il n'y ait pas assez de nutriments pour être métabolisé. Et je vous dis, ce sont ces nutriments. Les nutriments, c'est quoi? C'est les vitamines, les sels minéraux qui vont favoriser... Les protéines et autres. Non, les protéines, c'est les grands groupes. C'est les vitamines et les sels minéraux qui vont favoriser le découpage. C'est ça qu'il est question. Nous avons vu que, par exemple, les glucides, je veux dire que le sucre simple, pour qu'il puisse se métaboliser, il faut la présence de la vitamine B1, par exemple, qui est l'un des éléments. Et cette vitamine B1 se trouve donc à l'intérieur des aliments que vous bouffez. Ça veut dire que si ces nutriments ne se retrouvent pas dans le sang, il n'y aura pas de métabolisme, il y aura une mauvaise métabolisme, il y aura accumulation. Donc, il faut tenir compte de cela. Donc, il y a la digestion qui est très importante dans le tout. Et dans cette digestion, nous avons parlé du tube digestif. Donc, savoir entretenir son tube digestif. C'est pour cela que les fibres, vous allez voir tout à l'heure, quand on va faire une approche de solution, vous allez voir que dans les régimes amaigrissants, on prescrit beaucoup plus des éléments fibreux. C'est beaucoup plus parce que les fibres améliorent la flore intestinale. Ça, c'est l'une des raisons. Voilà. Ça, c'est l'une des raisons. Mais l'autre, c'est aussi que les fibres, toute nourriture fibreuse a un apport insulinique faible. C'est là où je tombe dans ta question, le pancréas. Parce qu'il est prouvé que, vous avez vu l'insuline, le rôle de l'insuline dans l'équation métabolique. Donc, chaque fois qu'il y a désordre métabolique, il y a un phénomène d'énergie. C'est là que l'insuline est très important. Alors, l'insuline joue deux rôles. Le rôle hormonal et le rôle digestif. Le rôle hormonal, c'est quoi? C'est l'insuline qui calibre la quantité de sucre qui va entrer dans le sang pour être métabolisé. Donc, s'il y a désordre dans ce sens, il peut donner en excès, en moins, ou bien le tout. Et c'est là où viennent la plupart du temps les prises de poids. Et donc, un bon régime. Tout ce que nous disons, c'est pour qu'à la fin, vous comprenez très bien. Parce que le régime que nous allons prescrire, c'est un régime autonome, où nous devons connaître nos aliments, connaître notre corps, connaître un ensemble de choses pour pouvoir gérer tout ce que nous faisons. Donc, il y a cette insuline qui est très, très, très importante. Et à partir donc de ça, certains scientifiques ont développé les apports insuliniques des aliments. C'est-à-dire que les aliments apportent l'insuline également? Oui, on dit apport insulinique. Ça veut dire que quoi? Le pouvoir, chaque aliment que nous mangeons
a un pouvoir glycémique. Appelons ça index glycémique. Ça veut dire quoi? Le sucre, je prends le cas du sucre blanc. L'index glycémique du sucre blanc, c'est 100%. Donc, il favorise la pénétration rapide du sucre dans le sang et en même temps, il favorise la prise de poids. L'index le plus faible se trouve dans les protéines, dans la viande. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de protocoles de régime en maigrissant, on va vous prescrire beaucoup plus les protéines et les fruits. Les fruits et légumes aussi ont un index faible. Les couscous raffinés, le pain blanc ont des index proches du sucre blanc très élevé. Donc voilà des éléments qui favorisent donc le désordre de l'insuline. C'est-à-dire que ça favorise la sécrétion plus ou moins désordonnée de l'insuline et ça fait donc qu'il n'y a pas de contrôle de cette équation métabolique pour l'accumulation. Donc ça, c'est l'un des éléments fondamentaux. C'est pour ça qu'on insiste dans cette équation, l'insuline. C'est un facteur de taille pour le tout. Donc, mieux contrôler son poids, c'est mieux contrôler aussi l'insuline. C'est de connaître le pouvoir insulinique des aliments et savoir les associer. L'une des raisons encore, Guy, pour lesquelles vous allez voir dans tous les régimes, on va vous conseiller les fruits et légumes. Et c'est par rapport à cet apport. Et de plus en plus, il faudra qu'on apprenne à nos gens aussi à mettre, du moins, il faudra qu'il y ait à la disposition de chacun de nous, surtout de ceux qui l'indice glycémique des aliments. Qu'on sache que, bon, voilà, quand on prend la papaye, par exemple, l'indice glycémique est faible par rapport à l'ananas. C'est ça que vous allez voir les diabétiques. On va vous conseiller la papaye, la banane cochon, les gourges, où l'indice glycémique est faible. Donc ça, c'est l'une, il faut que vous compreniez pourquoi on vous prescrit tous ces éléments. Donc nous étions donc dans le rôle de l'insuline, le pancréas, dans le tout. Dans cette équation, nous avons encore l'oxygène. Et l'oxygène est apporté par la fonction respiratoire. Nous avons bien longuement parlé de cette fonction la dernière fois. Et cet oxygène, vous voyez, l'équation, plus la qualité de l'oxygène est meilleure, plus la vitesse de l'équation est rapide. D'où la nécessité. Le prof, vous voyez, le sport est là pour activer aussi l'oxygène. Le massage est là pour activer l'oxygène. Tout à l'heure, il vous a dit dans ces techniques qu'il essayait d'équilibrer les muscles pour favoriser la relaxation. Vous vous rappelez la dernière fois, nous avons un peu expliqué comment la fonction respiratoire impactait sur la prise de poids. Parce que quand il y a la rigidité du corps, quand le corps est rigide, quand le corps n'est pas flexible, la respiration est superficielle. Et quand la respiration est superficielle, on limite la quantité d'oxygène. L'idéal, c'est de favoriser la relaxation où, au cours de la relaxation, la respiration est profonde et favorise l'absorption du maximum d'oxygène. Donc le massage, il faut que les gens comprennent, parce qu'il y a des techniques dehors où les gens ignorent. Le massage non seulement favorise la relaxation, mais favorise la circulation du sang. Et mieux le sang circule, mieux les nutriments aussi circulent pour être métabolisés. Donc voilà dans l'un des rôles du sang. Donc il y a cet oxygène dans cette équation qui intervient. Vous voyez, on a déjà tous les éléments qui interviennent dans la physiologie. Maintenant, si nous revenons, je crois qu'on a suffisamment parlé du cerveau. Il y a le cerveau et le facteur psychologique dans le truc. Le facteur psychologique, c'est quoi? Quand vous êtes stressé, nous avons parlé la dernière fois des émotions qui font prendre le poids. Parce que les émotions nous font tomber dans le cadre de la rigidité. Les émotions négatives favorisent la rigidité et font nous induire vers la respiration superficielle. Par contre, là, on n'a pas assez d'oxygène. On n'a pas assez d'oxygène. C'est l'une des justifications, une tentative d'explication du phénomène. Pourquoi, étant anxieux, on prend le poids? Il y a aussi que l'anxiété donne l'information au niveau du cerveau. La boulimie, par exemple, c'est quoi? La boulimie, c'est que vous mangez et vous avez toujours faim. Ça veut dire que le cerveau, le centre de satiété n'existe plus. Il n'y a plus de contrôle. Et généralement, c'est un état d'anxiété qu'on est dans ce cas. Qu'on est dans la boulimie.
Hein, on est frustré, on veut trouver satisfaction dans de l'anorexie. Parce qu'il peut faire le contraire. Hein, il peut aussi t'empêcher d'avoir l'appétit. Hein, le cerveau de même peut empêcher d'avoir l'appétit. Donc voilà des éléments qui entrent en jeu dans la prise de... Merci, M. Talé. Alors, le prof d'éducation physique et sportive, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, quand vous avez un patient et vous le soumettez certainement à une activité physique, est-ce que vous tenez compte donc de ces aspects qu'on a signalés, l'alimentation, son état psychologique et autres? Bien évidemment, lorsque un sujet vient auprès de nous, la première des choses qu'on fait, c'est on le soumet d'abord à des examens, dont on lui soumet une fiche médico-sportive où il va faire un certain nombre d'examens pour savoir de quoi... Et il collabore généralement? Oui. Nous avons une balance qu'on appelle l'impédance mètre. Cette balance, notamment, vous ressort la masse graisse, la masse osseuse, la masse hydrique. C'est électronique? Oui, elle est électronique. Et ça vous ressort tous ces éléments-là. Là, on n'aura même plus besoin. Même l'IMC corporel, faire le calcul des IMC, qui est approximatif, je veux le préciser ici. Par contre, cette machine-là est beaucoup plus pointue et précise. Donc, après avoir tout ça, après avoir eu tous les éléments, tous les résultats concernant l'individu que nous avons en face de nous, nous mettons donc sur pied un programme qui va répondre à ces attentes. Et je voudrais ici préciser qu'il y a, de manière globale, il y a deux types d'obésité. Il y a l'obésité androïde, c'est-à-dire l'obésité au niveau de la partie supérieure du corps, et l'obésité génoïde, qui est l'obésité au niveau de la partie inférieure du corps. Et de manière générale, les hommes souffrent beaucoup plus de l'obésité androïde, alors que les femmes souffrent de l'obésité génoïde. Et en fonction de chaque obésité, on soumet à chacun des individus un programme qui sied justement à ses attentes. Et au niveau notamment de l'obésité androïde, qui est l'obésité au niveau de la partie du corps, nous avons supérieure du corps, nous avons l'obésité abdominale. Et au niveau de l'obésité abdominale, il y a deux types d'obésité abdominale. Il y a l'obésité abdominale qui consiste au fait qu'il y ait un surplus de graisse entre le tissu adipeux, c'est-à-dire la peau, et le tissu musculaire. Par contre, l'obésité viscérale, qui est le type d'obésité qui consiste à ce que la masse graisseuse s'entasse au niveau des viscères, c'est-à-dire les organes qui se situent dans la cage thoracique, l'interne du corps, et au niveau de l'espace qui se situe entre ces organes-là. Ça, c'est l'obésité viscérale, et qui est parfois très dangereux, plus dangereux que l'obésité adipeuse. Et nous voulons également préciser que cette obésité... Les hommes sont beaucoup plus attaqués par ce type, pour ceux-là qui souffrent de l'obésité androïde. Justement. À partir d'un certain âge, on voit à partir de 45, 50 ans, mais avant cela, ce n'est pas souvent visible. Oui, ce n'est pas souvent visible, et justement, je voulais préciser ici que c'est beaucoup plus à partir de 40-50 ans. Mais le problème remonte souvent à plus loin dans l'enfance, parce qu'il y a également l'obésité infantile. Les individus qui ne pratiquent pas une activité physique dans l'enfance sont propices, donc sont prédisposés à avoir l'obésité abdominale, notamment les hommes. Et cette obésité-là est un peu difficile à faire partie. Pourquoi? Parce que déjà depuis l'enfance, il n'a pas eu l'habitude de faire l'activité physique. Non, pas forcément. C'est un problème d'hormones, c'est un problème justement, on a cité tous les cas qu'on a cités, mais M. Thaler a recadré, il a dit qu'on reste sur le plan du métabolisme, donc sur le plan de l'alimentation, comment s'alimenter. Donc c'est la raison pour laquelle ça veut dire qu'en dehors du plan alimentaire, il y a un autre aspect qu'on pourrait relever? Oui, il y a un autre aspect. Qui est lequel? Qui est la qualité justement des aliments. C'est vrai qu'on a fait une petite brèche là-dessus. On s'est étendu sur comment manger et quel est le trajet que prennent les aliments que nous consommons. Mais nous devons aussi préciser ici que nous devons avoir la qualité des aliments. Pourquoi? Parce qu'il y a des aliments qui sont tellement riches en kilocalories. Et il y a un apport énergétique total journalier recommandé pour chaque individu. Les hommes ont un apport énergétique total recommandé journalier supérieur aux femmes, à ceux des femmes. Bien sûr. Mais étant donné que nous ne contrôlons pas cet apport énergétique-là, ça fait quoi? Ça fait que l'énergie que nous consommons est supérieure à
à l'énergie justement que nous évacuons. Pourquoi? Parce que le commun du mortel a une habitude. Alors, lorsqu'on est dans l'activité physique et sportive, oui, et que malgré tout on mange comme on a l'habitude de manger, ça change quand même quelque chose, non? Oui, ça améliore beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, bon, au pays des aveugles, les bognes sont rois. Ouais. Celui qui pratique une activité physique régulière et qui mange de façon anarchique, a quand même une légère différence que celui qui ne le fait du tout rien. Mais il est très proche du vrai bien-être que nous prenons ici. Donc il serait mieux pour lui de s'ajuster. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de bien régler son alimentation. Ouais. Et j'aimerais finir ici en disant que beaucoup de sujets qui viennent nous voir nous disent parfois que, bon, moi j'ai pas besoin de faire l'activité physique. Pourquoi? Parce que je suis déjà maigre. Nous voulons donc rappeler à tout un chacun ici qu'il existe plusieurs types d'obésité. Nous avons ce qui est le plus visible. Oui, ce qui est le plus visible, c'est l'obésité au niveau des tissus adipeux. Mais nous avons l'obésité viscérale. Nous avons des personnes qui sont minces. Oui, elle n'est pas visible puisqu'elle se situe au niveau des viscères, à l'intérieur du corps. Mais ça pourrait faire gonfler. Ça fait gonfler le ventre. Beaucoup, la grande majorité des personnes qui souffrent de l'obésité viscérale ont une proportion bien grande au niveau de l'abdomen, mais certains n'en ont pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas une obésité viscérale. C'est lorsque on vous soumet, par exemple, quand on nous soumet à certains tests, comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, l'impédance-mètre, que vous vous rendez compte que vous avez une obésité viscérale très avancée. Et elle est hyper dangereuse. Des maladies, on va dire, des civilisations telles que l'hypertension. Et surtout l'arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que imaginez un cœur qui est entassé et attaché par la graisse. D'un moment à l'autre, ça peut s'arrêter. Voilà. Alors, Dr Doum, nous sommes à vous. Alors, véritablement, le massage n'est pas seulement pour, on va dire quoi, pour l'aisance, c'est beaucoup plus thérapeutique. Hein? Oui. Il faut véritablement guérir, n'est-ce pas, les pathologies que nous accumulons en nous. Oui. Bon, je voulais dire ceci qu'il faut d'abord, chaque chose, il faut la patience avant de trouver la solution. Et moi, je dis que l'obésité a quelque chose pour éviter. Quand vous êtes déjà obèse, pour éviter, pour que ça commence, pour éliminer, bon, il faut bien suivre jusqu'à la fin. Oui. Bon, mais quand on te suit, tout s'arrête. On suit, tout s'arrête. Tu retardes l'échéance. Tout se retarde, oui. Et on ne suit pas seulement avec le massage. Il y a une autre chose à l'alimentation. Il faut consommer. On doit conseiller de consommer. Bon, comme M. Thalès avait déjà dit, parler de la nutrition. Et il y en a les autres qui mangent. Quand vous voyez les gens qui ont le gros ventre comme ça, vous croyez qu'ils sont très contents avec leur ventre là, mais ils ne savent pas que c'est un problème. Parce que ça donne la carrure. Dans les affaires, quand vous avez un gros ventre, on vous prend au sérieux. Oui, on dit qu'il a beaucoup d'argent. Voilà. Mais lui-même, il est content qu'il a un ventre, mais il ne sait pas qu'il porte un problème dans son corps. Ça cause le cancer. Ça cause l'hypertension. Si vous voyez tous les hommes là qui ont beaucoup le ventre là, regardez très bien, ils souffrent. Oui, ils souffrent les arthroses, la tension, le diabète et beaucoup de choses. Oui, ils ne respirent même pas bien. Est-ce que c'est seulement il est viril quand il a ce type d'obésité là? Il est viril? C'est impossible. Non, c'est impossible. Ah bon? Oui. Donc ils sont gros comme ça pour rien alors? Pour rien, c'est pour rien. Donc c'est pour cela qu'on vient sur la télé pour bien éduquer les gens, pour qu'ils sachent que leur santé est importante. Voilà ce qu'ils doivent faire. On ne vient pas parce qu'on manque de choses à faire, on vient parce qu'on veut éduquer, pour que les gens sachent qu'on a le temps. Leur santé est notre priorité. Donc, pour cela que notre chose alimentation est très, très importante. Où je me suis eu l'opportunité à étudier, je me suis constaté que, comme vous voyez le compromis qu'on prescrit tous les jours ici, là, ça cause aussi l'obésité et ça cause des problèmes. Et ils mangeaient beaucoup plus les choses naturelles. Plus.
Quand ils ont même le douleur, ils n'entrent pas pour prendre des anti-inflammatoires. Ils cherchent à savoir. Il y a le concombre qui essaie de diminuer. De l'Inde, hein? Oui, de l'Inde. Oui, de l'Inde. Ils sont beaucoup plus naturels. Naturels. Vous voyez même qu'ils sont grasses, mais ils ne pèsent pas beaucoup. Oui. Ils n'ont pas de problème. Oui. Mais vous voyez qu'ils ont un corps très, très costaud, mais ils n'ont pas de problème. Ils mettent beaucoup l'accent sur l'entretien. Oui. Ils entretiennent très bien. Et le sport aussi, parce qu'on conseille aussi à faire le sport. Ce n'est pas seulement le massage que vous allez venir faire qu'on va faire le miracle pour que le poids passe. Donc, il faut l'activité physique. Ce n'est pas un miracle que tu vas venir parce que tu as pété un gros ventre, vous croyez qu'on va seulement faire le massage, ça va partir peut-être dans 15 jours, un mois. Il faut l'activité physique comme le sport, il y en a qui doivent prescrire ce que tu dois faire. Ça veut dire qu'il y en a qui viennent chez vous après quelques séances de massage, ils commencent à se plaindre que mon ventre n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais quoi qu'il est venu pour voir Jésus-Christ pour le miracle, ce n'est pas ça. Ça donc avant, hein? Oui. C'est pour cela qu'on dit. J'aimerais un peu appuyer sur ce que le docteur disait tout à l'heure. Notamment, c'est vrai, il y a des personnes qui... enfin, le commun du mortel, nous, dans notre culture, c'est ça. Lorsque quelqu'un est obèse, on dit qu'il vit bien. C'est le vrai bien-être. Et il en est de même. Il faut qu'il ait un coup bien dodu. Il en est de même pour les enfants. Lorsque l'enfant est obèse, il y a les enfants obèses. Ils sont fiers. Les enfants comme aux États-Unis. Oui, comme aux États-Unis, on dit que l'enfant, ça c'est le vrai bien-être, il est bien nourri. Mais non, mais l'enfant est obèse, il est malade. Il est malade. Et je voudrais aussi préciser que comment est-ce que on est obèse? Pourquoi est-ce que, par exemple, la graisse vient s'attacher au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, au niveau des viscères ou dans les viscères? Comment est-ce que ça se passe? Lorsque tout part au niveau de l'alimentation, lorsque vous consommez des aliments et que le surplus d'aliments justement est aussi ingurgité, l'organisme fait comme un cultivateur qui, à la fin de la récolte, où il y a plusieurs, où il a beaucoup récolté. Il fait des réserves. Il fait des réserves dans le grenier. L'organisme, lui, fait des réserves, notamment au niveau du ventre et des fesses. Et lorsque nous faisons une activité physique, notamment, l'organisme utilise d'abord l'énergie disponible, que ce soit dans les muscles, que ce soit... et lorsque cette énergie disponible l'a fini, il va donc chercher dans les réserves. Et la science nous dit que c'est à partir de 30 minutes d'activité physique que nous entrons dans nos réserves. Donc, lorsque nous faisons, quelle que soit l'activité physique que nous faisons, à partir de 30 minutes, nous entrons déjà dans nos réserves. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de sujets avec qui je travaille. Ils viennent par exemple pour un problème abdominal. Après 2, 3, 4 séances, on ne fait pas de mouvements d'abdos que tout le monde connaît. Il me dit, mais moi je vous ai dit que je suis venu ici pour faire le ventre, vous me faites marcher, vous me faites... Il dit, oui, nous sommes en train de travailler le ventre. Il dit, mais comment? Il dit, mais le ventre, c'est la réserve de votre corps. Lorsque j'arrive déjà à plus de 30 minutes d'activité physique, quelle que soit l'activité que je pratique, je suis en train de travailler votre ventre. Maintenant, lorsque je vais obtenir un ventre plat, maintenant, je peux travailler votre muscle abdominal. Là, c'est pour avoir ce qu'on appelle les plaquettes de chocolat. Voilà. Donc, voilà un peu la nuance. Merci. Vous voulez ajouter? Bon, je voulais aussi ajouter ceci. Comment? Parce que les gens ils mangent en désordre. Bon, vous voyez les gens qui sont gros là, c'est vraiment qu'ils mangent. Ils mangent vraiment. Et puis ça, on dit qu'il y en a qui mangent tard. C'est-à-dire qu'il rentre du travail à 23h, il est dans son plat et il dort directement là. Un seul plat de la nourriture en journée qu'il mange, ça coûte très cher, ça ajoute beaucoup la graisse dans son corps. Un seul plat de nourriture, il mange beaucoup. Et il mange en désordre comment? Voilà ce qu'on doit faire. Plus que nécessaire. Il mange et boit l'eau en même temps. Voilà ce qui oui, et ça fait accumuler le gaz dans son système et ça fait pousser le ventre et sur le même temps il va commencer à avoir des problèmes au dos. Oui. Voilà, merci. Donc, une mise au point d'abord, ça dit que toutes les formes d'obésité, le principe est le même. Ça dit que le principe il y a accumulation, il n'y a pas de transformation d'énergie. C'est des réserves qu'on a dit. C'est des réserves. Ça dit que dans tous les cas, les réserves, c'est bien. C'est-à-dire que le corps fait des réserves par rapport à un phénomène qui peut arriver. Il peut avoir un phénomène où il n'y a plus de nourriture. Le corps va entrer dans ses réserves pour pouvoir... mais c'est l'excès de réserve qui est nuisible. Seulement que les gens ne savent pas manger et s'arrêter. Nous avons parlé de tous ces paramètres. On a parlé de centre de satiété. Mais je vais revenir, Guy, compte tenu de l'exposé des autres. Un facteur
qui est très important dans la prise de poids, qu'on n'a pas suffisamment parlé, le facteur hormonal. Le facteur hormonal aussi fait prendre du poids. C'est-à-dire vous pouvez ne pas manger beaucoup, vous pouvez ne pas prendre du poids. Alors, comment ça s'explique? Il y a les femmes, par exemple, à la ménopause, qui prennent du poids. Donc il y a la sécession des estrogènes. Ça veut dire que les oestrogènes, les hormones féminines affectent cette prise de poids. C'est là que vous allez voir les femmes à l'âge de ménopause prendre subitement de poids. Il y a un ensemble de facteurs de désagréments comme le rétrécissement des atteintes, la prise de poids également. Il y a le facteur hormonal qui intervient aussi dans quel sens? Les femmes qui prennent les pilules de contraception ou bien des hormones de gestation. Les hormones de gestation déséquilibrent le système métabolique. De même, il faut qu'on comprenne, parce que tout à l'heure on a parlé de la nature des aliments, qui est très important. Il y a non seulement les nutriments qui sont dans les aliments, mais il y a des facteurs qui interviennent dans cette équation biochimique en les contrecarrant. C'est un ensemble de toxines qui se trouvent dans les aliments. C'est-à-dire les colorants, parce que de plus en plus les gens se posent la question, pourquoi la société occidentale, pourquoi de plus en plus les gens ne font que prendre du poids? La croissance, c'est-à-dire chaque année le nombre d'obèses augmente au lieu de diminuer. Vous avez vu, il y a des maladies où on a lutté, ça a baissé, mais chaque année ça augmente. Et quand on fait des études, on se rend compte que c'est lié à la qualité des aliments. Donc, dans ces aliments, de plus en plus, il y a des facteurs anti-aliments. Des facteurs qui viennent, parce que le métabolisme, le corps, c'est un ensemble d'équations biochimiques et chimiques où interviennent un ensemble de facteurs. Et il y a des facteurs qui viennent donc empêcher à ces réactions d'avoir lieu. Ce sont les pesticides, ce sont les colorants, les arômes, voilà. Tous ces additifs alimentaires. Ces additifs alimentaires aussi interviennent dans la prise de poids. Sans compter les aliments. Et là, je voulais attirer l'attention des gens, parce qu'il faut qu'on comprenne. L'aliment, bien sûr, c'est le facteur, la nutrition, c'est le facteur le plus important sur le cas. Mais il y a l'hérédité. Il y a des familles qui sont prédisposées. Je rappelle ici, donc, de sang gras. Voilà, de sang gras. Il y a des qui ont posé des questions. Qu'il ne faut pas avoir peur si vous avez cette prédisposition. C'est tout juste une prédisposition, c'est-à-dire un signal. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit que si vous avez été créé dans une famille obèse, c'est pour une mission, pour quelque chose bien précis. Vous devez plutôt savoir que l'obésité est un facteur à haut risque et prendre plus soin de votre corps que celui qui n'a pas de prédisposition. Très bien, très bien. Voilà. Et sur le facteur hormonal, je rappelle, les femmes aussi, à l'âge de ménopause, doivent se préparer pour éviter ce type de désagréments. Savoir donc qu'à cet âge, il y a les risques de prise de poids et choisir leur alimentation en fonction de tous ces voilà. Tout à l'heure, on va revenir aux solutions. Peut-être après, on va d'abord prendre notre page innovation. Je crois que la technique a calé les mains. On va prendre la page innovation et nous revenons après. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous. Espace offert par l'ASCAP. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous. Espace offert par l'ASCAP. Bien, nous venons sur le plateau. Nous
allé pour présenter le fruit des recherches. Hein. Et cet espace est ouvert à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont des produits innovants. Je crois qu'on a un appel là, je crois que je ne sais pas si on va devoir le prendre. Allô? Bonsoir. Oui, monsieur Angué. J'ai eu votre contact là à la télévision. Je demandais ce que vous faites dans. Quels sont vos services? Voilà, s'il vous plaît, vous pouvez rappeler à la fin de l'émission parce que là, on n'aura pas le temps de dérouler tout notre programme si on commence à vous répondre là. Rappelez net à 18h. Oui, nous sommes en direct, merci. Merci. Ok. Voilà, M. Talé, on revient à la présentation. Voilà. Donc, je disais que nous avons un espace innovant pour tout le monde. Hein. Non seulement les produits, même les idées innovantes. Voilà. Hein, ceux qui ont des idées innovantes, pas seulement même des produits locaux. Hein, c'est tout. De locaux, cet espace est indiqué pour eux. Nous avons choisi aujourd'hui des éléments susceptibles d'apporter des solutions aux troubles du métabolisme. Voilà. Alors, nous avons en premier lieu là-bas les fruits séchés. Nous avons l'ananas séché et la papaye séchée. Déjà, les fruits, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons parlé de l'apport insulinique des aliments. Les fruits font partie des éléments qui ont cet apport très faible. Et séché encore, c'est plus faible parce que c'est plus riche en fibres. L'ananas particulièrement, l'ananas séché ou pas séché, est un coupe-faim. Donc pour les régimes amaigrissants, pour ceux qui souffrent de la boulimie ou pour ceux qui souffrent du grignotage, vous pouvez grignoter, prendre l'ananas qui est un coupe-pain qui va vous empêcher de tomber dans les fausses faims qui vont vous permettre d'absorber plus d'aliments. À côté, il y a la papaye. La papaye même, c'est très conseillé pour les diabétiques parce que la papaye a un apport insulinique très faible par rapport aux autres fruits, par rapport à l'ananas par exemple. Et séché, il contient plus de fibres. Donc, les fruits secs sont très indiqués dans le régime, dans la prise en charge des poids. Voilà. Et à côté, donc, nous avons la citronnelle. C'est une boisson chaude. Nous avons la citronnelle citron et citronnelle gingembre, qui sont des éléments déjà qui contiennent les nutriments, mais qui sont aussi diurétiques, qui favorisent aussi l'élimination. Vous savez que la prise de peau aussi est souvent due à la rétention d'eau. Et c'est que dans les troubles de métabolisme, vous avez des gouttes, vous avez des parties du corps qui gonflent. Et dans la plupart des régimes, on vous prescrit les diurétiques. Et les tisanes, beaucoup de gens en connaissent. Et les femmes savent ce que fait la citronnelle par rapport à leur régime amaigrissant. Alors, à côté, vous avez le ail en poudre, qui est vraiment l'un des trucs, c'est l'un des éléments formants pour le régime amaigrissant. Nous allons voir tout à l'heure sur le plan nutritionnel. Le conseil que nous allons donner, c'est de choisir des aliments qui ont un impact sur le métabolisme. Et le ail particulièrement a un impact très important. Non seulement il a un impact sur le métabolisme, mais il a aussi un impact aussi sur nos artères, pour la circulation du sang. Et il est très indiqué pour les hypertendus et les diabétiques. Le ginseng. Le ginseng, c'est un élément vraiment qui active le métabolisme. Ça c'est l'un des nutriments vraiment très indiqués pour les sportifs, le truc, parce qu'il active, il favorise donc je veux dire, le jargon, c'est brûler les graisses. Mais dans le terme scientifique, il active les poissons. C'est une sorte de combustion, c'est normal. À côté, il y a la banane séchée aussi, donc tous les produits séchés. Très bon pour grignoter. On grignote utile. On grignote utile. C'est le conseil. Dans le régime tout à l'heure, qu'on va donner des indications, vous allez orienter. Voilà, merci M. Talé, merci. On va sans tarder demander à la technique de nous envoyer l'intermède, le plus. Très bien, voilà notre élément pour une première fois. Le plus va nous permettre d'en savoir un peu plus sur certaines vitamines. Aujourd'hui, on commence avec la vitamine C. Voilà. Donc, la vitamine C fait partie des vitamines hydrosolubles. Déjà, je crois que le temps va nous permettre, il faut qu'on repositionne les esprits, on ne va pas parler. Non, allons les vitamines, non.
Les vitamines... On n'aura pas beaucoup de temps. Hein. Même s'il n'y a pas... Je crois que notre rôle, c'est de faire comprendre les choses. Même s'il n'y a pas le temps, ça vaut la peine de parler utile. Les vitamines, c'est un ensemble de substances que le corps ne fabrique pas, mais qui ont un rôle très important dans la survie. Ils interviennent dans les équations biochimiques qui constituent le corps. Et nous avons deux grands groupes de vitamines. Il y a des vitamines solubles dans l'eau et les vitamines solubles dans les graisses. Dans les groupes de vitamines solubles dans l'eau, nous avons les groupes de vitamine B et la vitamine C. Et nous avons choisi pour aujourd'hui la vitamine C. Voilà, qui est une vitamine donc soluble dans l'eau et qui en même temps se comporte comme un antioxydant. Dans tous les cas, nous allons y revenir. Allons progressivement. Quelles sont les caractéristiques de cette vitamine? Cette vitamine a des caractéristiques. Déjà la solubilité dans l'eau. Donc cette notion de solubilité est très importante. Vous devez savoir qu'une vitamine soluble dans l'eau, quand vous cuisez ou bien vous préparez, vous trempez ces aliments dans l'eau, vous perdez les aliments dans cette eau. Donc ça, il faut connaître. Donc tous les aliments riches en vitamine C, quand vous les trempez dans l'eau, il y a perte de vitamine C. Si vous cuisez dans l'eau, ces vitamines vont se retrouver dans l'eau. Si vous jetez cette eau de trempage, vous perdez la vitamine C. Ça, c'est l'une des premières caractéristiques. Deuxième caractéristique, c'est une vitamine très fragile, sensible à la chaleur. Déjà, par cuisson, la vitamine, on peut perdre de 30 à 50% de la vitamine C à travers la transformation due à la chaleur. Et donc, quand vous avez une tomate fraîche qui se retrouve dans la sauce, vous n'avez pas la même teneur en vitamine C quand vous la prenez fraîche et quand elle se retrouve dans la sauce. Au cours de la transformation, il y a une perte de vitamine. La vitamine C est aussi très sensible à l'oxygène. C'est ce qui justifie. Vous allez voir, dans l'emballage des jus de fruits, on conseille d'emballer dans des bouteilles opaques parce que la lumière, l'oxygène, en présence de l'oxygène, si ce n'est pas bien formé, ça va se détériorer. La vitamine C et aussi je crois que c'est tout. Cette sensibilité. Non, c'est une vitamine aussi qui se détruit dans les milieux alcalins. Donc, sont beaucoup plus conservés dans les milieux acides. C'est pour cela qu'on les trouve beaucoup plus dans les fruits acides, citron, tous ces ensembles. Par contre, vous les perdez dans un milieu neutre ou un milieu alcalin. Donc, si vous conservez les fruits, par exemple, dans les milieux alcalins, il y a de fortes chances que vous perdez la vitamine C. Voilà. On peut s'arrêter là pour entrer dans leur rôle. Voilà. Que joue la vitamine C dans le corps? Ouais, nous avons parlé de nutriments. Chaque nutriment a un rôle spécifique. La vitamine C joue un rôle d'antioxydant. L'antioxydant sont des éléments qui luttent contre les radicaux libres, qui protègent les cellules. La destruction des cellules. Dans tous les cas, aujourd'hui, le plus grand, un aliment est jugé en fonction de son pouvoir antioxydant. La vitamine C, donc, c'est un antioxydant qui lutte contre le vieillissement, si vous voulez, qui favorise le renouvellement des cellules. C'est aussi une vitamine anti-infectieuse, donc qui aide le corps à lutter contre les infections. Ça, c'est un des rôles. Il a aussi un rôle de plus en plus, la science, il a un rôle anti-cancérogène dans le truc. Donc, il prévient le cancer, il lutte aussi contre les germes cancérigènes. Il a aussi un rôle important, c'est ça, c'est toujours la nouvelle recherche, la recherche scientifique. Il inhibe l'activité des virus du sida. Donc, il empêche la prolifération des cellules de cancer. Ça veut donc dire que dans toutes les potions, j'attire l'attention des thérapeutes. Vous pouvez faire une combinaison de vos proportions thérapeutiques avec la vitamine C, sera plus efficace. Alors, où trouvez donc cette vitamine C? Les vitamines C, voilà, les sources. Déjà, les produits, les fruits acides, les fruits et légumes, beaucoup plus les légumes verts, les choux, les salades contiennent la vitamine C. Sinon, les fruits frais. Tout à l'heure, on a parlé de sa sensibilité. Au cours de la conservation, que ce soit par congélation, que ce soit par transport, que ce soit par le truc, il y a perte de nutriments. Alors, donc la source, oui, même par congélation. La congélation n'est pas toujours parfaite. Nous avons les coupures de courant ici qui créent un certain désordre. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Parce que chaque fois qu'il y a fluctuation de tout, il y a perte de température. Voilà, donc ça, on donne l'impression qu'en mettant un élément dans le congélateur, on le préserve de tous ces éléments. Alors, c'est vrai que si j'ai pressé mon jus d'orange, par exemple, je le mets au frais. Dans tous les cas,
la perte n'est pas aussi importante quand on le soumet à la chaleur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de l'oxygène, par exemple, quand on veut pasteuriser un jus de fruits, et une pasteurisation lente entraîne une déperdition plus forte. Une pasteurisation courte entraîne. Maintenant, il y a une autre forme de conservation quand on le soumet à la chaleur sous vide. Sous vide. C'est-à-dire, par exemple, quand je prends le cas de mon riz étuvé, quand on soumet le riz étuvé à la vapeur, vous voyez que là, quand on parle de vide, là, ça dit qu'il n'y a pas assez d'air, assez de tout pour favoriser la détérioration de la alors, quoi, les vides, monsieur, voilà. Qui doit donc consommer? Voilà, il y a des personnes à risque qui ont besoin de la supplémentation en vitamine C. Les sportifs, les femmes enceintes n'en ont plus besoin. Les enfants en croissance n'en ont plus besoin. C'est là qu'on conseille les oranges quand on commence à faire le truc qui contient beaucoup plus de vitamine C. Donc voilà. Merci, monsieur Talley. Merci, monsieur Talley. Peut-être le sportif pourrait dire quelque chose par rapport à la vitamine C. Bon, monsieur Talley a amplement, c'est amplement. On va aller rapidement, donc, on a encore 10 minutes. On va aller rapidement aux solutions. Alors, qui est obèse, monsieur Talley? Voilà une question qu'on nous envoie. Qui est obèse? On a défini, il y a l'obésité, c'est qu'il y a d'abord le surpoids, ensuite il y a l'indice corporel, l'indice de masse corporelle, où il y a des valeurs. Vous allez vous rapprocher des spécialistes pour qu'on puisse mesurer et vous dire. Tout à l'heure, vous parlez d'une machine qu'on n'a pas besoin de mesurer. Le pédance. Impédance mètre. Vous mettez dessus, ça vous donne toutes ces indications. Voilà. Le pauvre va ajouter quelque chose. Qui est véritablement obèse? Pour savoir qui est obèse, il faut qu'il passe un certain nombre de... Mais physiquement, physiquement, c'est pas visible. Mais si je vois déjà le ventre bien ballonné là, c'est automatique, non? Pas forcément. Ah bon? Oui, pas forcément. Parce que vous allez tomber dans certaines erreurs et dans certains petits pièges. C'est-à-dire l'obésité, ce n'est pas la masse. On peut avoir un grand poids lié aux muscles, au développement des... Non, mais si je vois une rondeur par rapport... Je ne suis pas au niveau du ventre. Je suis pour attirer l'attention de téléspectateurs par rapport à ce surpoids. Les gens donnent l'impression l'obésité, c'est lié à une accumulation de masse graisseuse. Par contre, vous pouvez avoir un grand poids lié au développement de vos muscles. Tout à l'heure, il vous a parlé des Asiatiques qui ont un embonpoint, mais qui ne sont pas obèses. Merci. On va prendre cet autre SMS. Bonsoir, je suis boulimique. Mes règles durent 7 jours. Je suis toujours épuisé. S'il vous plaît, que consommer? J'ai 32 ans. Voilà. Ça n'a pas donné son nom. Elle est boulimique. C'est elle qui dure 32 jours, toujours épuisée. Oui, déjà la boulimie est beaucoup plus liée à la psychologie. Au cerveau. Oui. Donc, elle est anxieuse, je ne sais pas. Si elle a trop de soucis par rapport au poids, elle sera anxieuse et puis la boulimie va augmenter. Oui. Ce qu'elle va faire par rapport à l'alimentation, c'est déjà, tout à l'heure nous avons parlé de l'indice glycémique, non pas de la masse, des aliments. Elle doit choisir les aliments indice insulinique faible. Éviter le sucre, éviter un ensemble de trucs, orienter son alimentation vers les fruits et légumes et vers les fibres, mais travailler beaucoup plus sa psychologie pour ne pas entrer dans ce cas. Merci. Et ensuite, elle peut prendre, en partie du moment où elle est déjà boulimique, elle doit prendre beaucoup de coupe-faim. Il y a l'ananas séché, il y a le pain grillé qui empêche donc l'absorption des... Alors, le massage peut régler le problème de boulimie? Pas forcément, non? Boulimie, c'est-à-dire que il mange à tout moment. Il ne se rassasie pas. Il mange. La faim tout le temps. On doit regarder s'il a un problème avec l'estomac ou bien qu'il y a quelque chose qui lui fait qu'il a envie de manger tout le temps. Et pendant qu'il mange, l'entraîne d'augmenter le poids. Voilà, on prend ce message de Sylvain qui demande l'obésité est-elle héréditaire? C'est Sylvain de Manguier. Je crois qu'on a déjà répondu à cela. Il revient pour demander si quelqu'un pratique beaucoup de sport et contrôle son alimentation, mais son obésité est toujours là. Que faire? C'est Sylvain qui pose la question. Oui, je voulais répondre. On a répondu à cette question-là tout à l'heure. Ça veut dire l'obésité peut être héréditaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois
quelles que soient les précautions que vous prenez, vous aurez toujours un taux de masse de graisse un peu élevé. Mais vous ne devez pas vous préoccuper à ce niveau de votre masse graisseuse. Vous devez vous préoccuper de votre bien-être. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Pourquoi? Parce que vous pouvez être obèse dû à l'hérédité, donc dû à votre thyroïde. Et vous faites votre activité physique, vous contrôlez votre alimentation, forcément vous serez bien dans votre peau. Mais est-ce qu'on est sûr que la personne contrôle son alimentation? Donc je conseille à cette personne de se rapprocher des spécialistes pour qu'on puisse voir son mal en profondeur. L'obésité déjà est une pathologie où on doit consulter. Après le sport, et pas boire le bien. Voilà. Et c'est ça qui a fait accumuler. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il est obèse? Qu'est-ce qui lui fait croire d'abord? Je crois qu'on a donné l'indice de masse corporelle. Non, on ne se limite pas à ça justement. Nous-mêmes, on ne se limite pas exclusivement à l'indice de masse corporelle. Parce qu'elle n'est pas vraiment très fiable. Et il y a beaucoup d'autres paramètres. Nous avons cité des facteurs hormonaux. Est-ce que cette femme en question, mais elle a été c'est la personne qui a la boulimie ou c'est lui qui fait les sports? Mais cette personne, il faut connaître l'origine de son obésité. A-t-il été soumise à une prise d'hormones ou continue-t-il à prendre les hormones? Est-il hyperthyroïdique? Il y a tous ces éléments, d'où la nécessité de se rapprocher du spécialiste. Très bien, je crois qu'on approche la fin. Alors, chacun va donner peut-être en 45 secondes les solutions à l'obésité. On commence par le docteur Djoum. Quelle solution? Peut-être qu'on doit venir forcément chez vous pour le massage. Oui, merci. You can say it in English, please. Okay, thank you very much, sir. And I want to tell our viewers that the only solution for obesity is you can need to approach to the physiotherapy for to know if you need massage or you need any other physical activity. But alongside with the massage, you still need the physical activity, and you need to control. You need to put you on the diet program, which you also have to follow up the nutritious alimentation. Thank you. So you can work in collaboration with the nutritionist? Yes, work in collaboration with nutritionist. Thank you. Alors, pour l'éducation physique et sportive, les solutions à l'obésité, de manière brève, certainement. Oui, pour arriver aux solutions, il faut d'abord savoir les causes. Oui. Est-ce que mon obésité est due à mon alimentation? Est-ce que mon obésité est due à l'hérédité? Est-ce que mon obésité est due à ma physiologie, à ma biologie, à ma constitution bactérienne? Là, maintenant, en fonction des réponses, on apportera des solutions précises. Par conséquent, il faut vous rapprocher des spécialistes. Merci. Alors, M. Talley, c'est vrai qu'on a dit bien des choses. Il faut déjà avoir une bonne digestion qui commence par une bonne mastication pour sécréter suffisamment les glandes de salive. En gros, obèse ou pas obèse, nous devons veiller à notre alimentation. Manger consciemment. Connaître l'indice glycémique, l'index glycémique des aliments, pouvoir les associer, bien les associer. Mais là, c'est fastidieux. C'est pas fastidieux. C'est pour que, à l'heure actuelle, le bon régime amaigrissant, le régime durable, c'est une prise en charge personnelle. Tout à l'heure, ils vous ont donné des approches, des solutions. Vous allez faire une éducation à un sport après 2 jours, les mêmes causes produisent les mêmes choses, ça se réinstalle. Vous allez faire le massage, après ça se réinstalle. L'idéal, c'est de contrôler en permanence son hygiène de vie, contrôler son alimentation, contrôler son hygiène psychique, éviter des émotions, l'anxiété qui va vous faire perdre donc le centre de la satiété et désordonné, surveiller son pancréas. Nous avons vu le rôle du pancréas dans la prise du poids, donc il faut éviter de surmener cet organe qui est très important, surveiller sa digestion, contrôler la qualité de l'aliment qu'on mange, et là vous pouvez être condamné. Merci bien M. Talley. En tout cas, on aurait compris qu'il faut vraiment être discipliné, avoir une bonne digestion, avoir une bonne hygiène de vie de manière globale, et surtout dans notre alimentation, manger, n'est-ce pas, consciemment. On ne doit pas laisser, n'est-ce pas, notre santé à la charge des autres. C'est une prise en charge personnelle qui va permettre, n'est-ce pas, que nous aurons le contrôle, n'est-ce pas, non seulement de notre santé, mais beaucoup plus
de notre poids. Ceci va permettre que nous soyons vraiment dans ce bien-être. On va tout simplement rappeler les heures de rediffusion de l'émission LVB. C'est le dimanche 7h30, 8h40 et le mardi 13h30, 15h. Merci à toutes et à tous. Retrouvons-nous tout à l'heure lorsqu'il sera à 19h pour le programme Renaissance en compagnie des grands Africains qui viennent nous parler des langues africaines et la Renaissance ce soir. Une fois de plus, bon samedi à tous, bon week-end à toutes et à tous. Retrouvons-nous donc tout à l'heure et à nos différentes heures de rediffusion. Merci et bonsoir à tout le panel.